bonjour Anne Romanoff, on est ravis de vous accueillir dans cette web émission l'Entertainment Lab par Newton Studio. Et tout d'abord, je voulais vous poser une petite question, alors qui peut paraître évidente, mais d'où vous est venue, quand vous étiez jeune, de cette passion pour la scène et l'humour? J'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans, en fait, en imitant Sylvie Joly, que j'avais entendu une fois à la radio. Et après, j'ai pris des cours de théâtre à 12 ans, dans la foulée. Et après, j'ai jamais arrêté, en fait, depuis l'âge de 12 ans. Alors, il y a ce premier One Woman Show au blanc manteau, ça j'ai regardé. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce moment, et voilà, ce premier spectacle en fait? Le premier spectacle, c'est un petit peu merveilleux parce que en fait, j'ai eu que des échecs entre 12 et 22 ans. J'ai raté le conservatoire, la rue Blanche, le cours Florent, enfin j'ai tout raté. Et au même moment, j'ai réussi Sciences Po. Et en fait, quand j'ai fait un spectacle à Paris, au blanc manteau, c'était la première fois qu'on voulait bien de moi quelque part. Et j'avais eu tellement de noms, que pour moi, tout d'un coup... D'ailleurs, ce spectacle, entre le premier, je l'ai joué 9 mois et je ne voulais même pas changer une virgule, ce qui est complètement stupide, parce que quand on fait un spectacle, maintenant je sais, je le change tous les jours. Mais j'étais figée en me disant, mais si je change quoi que ce soit, le succès va s'en aller. C'est une belle histoire. Donc la ténacité a été clé. Comme vous, la ténacité. Je sais pas, vous. Et alors, ça veut dire que vous aviez ce rêve de comédienne, et puis vous êtes devenue humoriste. Est-ce que ça reste toujours la comédie? Quel parallèle vous dressez entre les deux? Alors déjà, quand on me dit je suis comédienne, vous êtes comédienne. Quand on est 1h30 sur scène, on est comédien quand même. Mais oui, j'ai très envie. Là, je voudrais faire un film de cinéma que je vais réaliser, que j'ai écrit, dans lequel je vais jouer. Et pour moi, c'est un accomplissement et pour un peu couronner tout ce que j'ai fait avant, quoi. Vous vous sentiez pas restreinte quand vous étiez sur scène ou une salle de spectacle? Pour vous, c'était comme si vous jouiez devant une caméra de cinéma? Je suis pas restreinte parce que c'est vrai que le One Man Show offre une liberté extraordinaire, que on est seul sur scène, on prend les applaudissements pour soi, on écrit le texte qu'on veut, il faut que ce soit drôle, mais on est très libre. Et quelque part, quand on est au cinéma, c'est au contraire beaucoup de contraintes. Faut s'arrêter de jouer, faut reprendre, faut aller à la caméra. Donc c'est vrai que la scène offre une liberté absolument incroyable. Et quand je participe parfois à d'autres aventures artistiques, comme parfois des téléfilms, des films, des pièces de théâtre, à chaque fois je me dis putain, qu'est-ce que je suis bien sur scène, parce que j'aime assez quand même l'idée d'être le seul maître à bord. On est le capitaine du vaisseau et c'est nous qui décidons où on amène le navire, quoi. Alors il y a un point qui, moi, je trouve intéressant, c'est que vous avez fait les études Sciences Po, donc vous avez fait des très bonnes études. Et alors, quand on va vers une carrière artistique et qu'on a eu un bon background études, est-ce que c'est pas difficile aussi? Parce qu'on ferme des portes et les vies artistiques sont plus compliquées. Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais pas du tout l'intention d'utiliser mon diplôme de Sciences Po. Et quand j'ai eu le diplôme, en plus j'ai redoublé la dernière année, mais comme j'étais rentrée, j'avais 17 ans à Sciences Po en fait. Donc je suis sortie à 21 ans, c'était pas un échec non plus. J'ai eu mon diplôme à 21 ans, mais j'ai pas eu envie du tout de travailler avec ce diplôme en fait. Le temps que ça marche, mais ça a marché à 22 ans en fait. Donc j'ai eu 1 an, mais j'ai fait des petits boulots et je préférais mieux faire des sondages. Je sais pas, j'ai testé des emballages de médicaments auprès des personnes âgées, j'ai fait des trucs, mais non, j'ai jamais cherché à monétiser ce diplôme, quoi. Et si c'est pas indiscret, votre entourage, vos parents ont été totalement bienveillants, ou il y a pu avoir des moments durs quand vous avez développé votre carrière au début? Non, mon père, qui était assez carré, m'avait dit « tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer ?» J'ai dit ça quand j'avais 17 ans, que je dis que je voulais être comédienne. J'avais dit 25 ans. Je me suis dit, si à 25 ans, j'ai rien fait, j'arrêterai. Et en fait, j'ai réussi à gagner ma vie à 22 ans. Donc, c'est bon, 3 ans d'avance. Ouais, c'est ça. Alors parlons du spectacle, la phase du spectacle qui est celle où vous êtes beaucoup exprimé. Quelle est la phase le métier de la production ou du spectacle que vous préférez? Est-ce que c'est la conception et l'écriture? Est-ce que c'est sur scène? Est-ce que c'est le rapport avec le public? Je crois que j'aime tout. Le moment d'écriture, il est exaltant et effrayant parce qu'on se dit qu'on va trouver de nouvelles idées, voilà. Mais créer, c'est toujours exaltant. Après, il y a la période de rodage qui est très minutieuse, on teste, on regarde qu'est-ce qui fait rire par rire, et puis après il y a être sur scène où c'est un peu la récompense quand même. Mais après être sur scène, c'est pas non plus le bonheur chaque fois. Je veux dire que les métiers de la scène, faut être en forme, surtout quand on est tout seul. Enfin, il y a une espèce de nécessité d'être en forme morale, physique et tout ça. Donc
Mais non, tout est agréable, je dirais. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous prépariez un film, vous étiez donc en Mm. écriture d'un scénario. Comment vous comparez quand on écrit un spectacle qui va se jouer en live et un scénar de cinéma? Bah, c'est pas la même chose, parce qu'un scénario de cinéma, c'est quand même. Il faut imbriquer plusieurs intrigues, il faut le réécrire, le réécrire. Là, j'en suis à la 150e réécriture. Voilà, alors qu'un sketch, c'est quelque chose de court, même si ça dure 8-10 minutes, voilà, des fois 15. Et puis il y a une phrase, un rire, mais on est face au public, on balance, et puis on a tout de suite la sanction ou pas. Le problème des films de comédie, c'est que finalement, on ne sait pas je soupçonne ce qui va faire rire le public, mais tant que j'aurai pas mon film diffusé dans une salle avec du public qui rit, je ne pourrais pas être sûre, quoi. Alors qu'en spectacle, vous avez plus l'instinct. Mais c'est surtout ce qui m'inquiète, c'est qu'en spectacle, si ça ne fait pas rire, je réécris jusqu'à ce que ça fasse rire. Alors que le film, une fois qu'il est monté, si ça ne fait pas rire... C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils font vachement de projections test. D'accord, c'est intéressant. Donc vous êtes vraiment en itération avec les goûts du public. Vous avez une grande écoute de ce qui se passe absolument. Au niveau du public. Ouais. Et alors justement, en parlant de... Il y a une question que je me posais, c'est que vous avez dû faire pas mal de régions avec tous vos spectacles. Est-ce que vous voyez des petites différences d'humour entre les régions ou la manière dont ils réagissent Alors, il y avait vraiment une différence quand j'ai démarré il y a 30 ans entre Paris et la province, avec vraiment des caractéristiques locales, mais maintenant je dirais que tout s'est uniformisé avec Internet, les réseaux sociaux, les gens ont le même degré d'information partout. Et même quand je vais à l'étranger, et j'ai joué pour les Français de l'étranger, je ne vois pas tellement de différence en fait entre... D'accord. Non. Après, ils peuvent over-réagir à certains trucs, comme par exemple, je parle des migrants à Calais, l'autre jour j'ai joué à côté de Calais, c'est sûr qu'ils vont plus réagir à ça qu'ailleurs, mais quand j'ai joué aux États-Unis, je parle de Trump, ils réagissent plus qu'ailleurs, mais à part ces micro-différences, je ne vois pas de différence. Alors, une de vos marques de fabrique, c'est que vous aimez bien taper sur l'actu et aller là où on n'irait pas forcément. Ce goût de l'actu, il vient aussi que vous faites de la radio, que vous avez fait de la télé, que vous êtes vraiment dans l'instantané. C'est de là que ça vient aussi un peu, ou c'est un goût personnel? Je sais pas, pendant très longtemps en fait, j'ai rejeté l'actu parce que comme à Sciences Po, je lisais Le Monde tous les jours, ça me saoulait. Et quand j'ai commencé à faire des sketchs, pour moi c'était un autre monde, j'avais pas envie de parler d'actu, puis je me disais mais comment je parle d'actu? Il y a les guignols, il y a les imitateurs qui font ça très bien, je voyais pas comment je pouvais m'insérer là-dedans. Et puis en fait, j'ai commencé à parler de l'actu au moment de la guerre en Irak, avec Bush, où j'étais assez énervée de ce qui se passait. Et j'ai commencé à commenter ça, j'ai inventé ce personnage de pilier de bistrot un peu. Et de fil en aiguille, je me suis mis à commenter les élections en France. Et puis vraiment, je sentais un écho chez le public. Et donc, j'ai commencé à faire ça à ce moment-là. Donc je dirais, je ne sais plus trop quand, mais je sais plus quand, mais en 2003. Donc ça fait quand même, maintenant, ça fait 17 ans. Et alors justement, vous avez bossé avec des grands de la télé, que ce soit Drucker ou Laurent Ruquier. Est-ce que qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné, ces gens-là? Ça a été des belles rencontres. Laurent Ruquier, c'est le premier avec qui j'ai démarré à la radio en 91, donc il m'a embauché en 91. Une puissance de travail, une exigence, lui, je dirais. Une manière de driver des équipes aussi, où il dit les choses mais sans blesser. Donc oui, c'était la puissance de travail. Et Laurent Ruquier, on a fait, 4 ans de radio tous les dimanches en direct, avec 2 textes à écrire par semaine, en public, devant 300 personnes, donc c'était très formateur comme expérience. Et Michel Drucker, aussi une grande exigence, une grande intelligence du métier, beaucoup d'humanité, beaucoup de finesse de perception aussi. Non, c'est des personnes... je réfléchissais à des gens qui m'ont aidé dans le métier. En fait, il y a Guy Lux qui m'a engagé le premier à la télé. Après, justement, Laurent Ruquier qui m'a engagé à la radio. Après, Philippe Bouvard qui m'a engagé à Bobino. Jean-Claude Brialy qui m'a engagé au Bouffe Parisien. Et Michel Drucker qui m'a embauché à la télé. Et donc, ces gens-là ne sont quand même pas des petits... C'est des bons. Mais c'est vraiment ceux qui m'ont le plus aidé dans ce métier. Donc, c'est des hommes expérimentés qui m'ont... Enfin, pas Laurent, parce qu'il était un peu... Voilà. Mais voilà, donc c'est quand je fais la liste des gens qui m'ont... Quand on dit qui vous a aidé, c'est ces personnes-là, quoi. Et la classe, c'était important aussi dans votre La classe, c'était très important parce que c'était... j'avais encore une fois eu que des échecs aux auditions. Je commençais à jouer dans des petits cabarets après Sciences Po. Et il y a cette audition avec cette nouvelle émission qui se crée. Je vais à la mairie du 13e, il y a 300 comiques de toute la France. Et on me prend. Quand la fille m'a appelée, j'étais sûre qu'elle s'était trompée, parce que comme j'étais tellement refusée de partout, et quand elle m'a dit « vous êtes choisie », je dis « ah bon ?» Et j'avais dit « vous êtes sûre ?» Tellement j'avais confiance en moi. Et le même jour, j'étais engagée pour une pub en Allemagne pour jouer un oignon. Non, pour jouer une punk dans une pub de bière allemande.
Et là, je me suis dit, ma carrière d'école, quoi. 2 coups de fil dans la journée qui m'acceptent, alors que je sortais vraiment d'un tunnel de noms. C'était vraiment... Même pour des courts-métrages gratuits, on ne prenait pas. Même des pièces de théâtre gratuites, on ne prenait pas. Enfin, c'était... Et donc ça fait une bonne transition parce que la question d'après c'est sur la publicité, parce on travaille beaucoup sur les nouvelles formes de vidéos, de contenu avec les marques et le digital notamment. Vous avez beaucoup travaillé en pub à part cette bière allemande justement? Vous en avez fait Ah, aussi? quand j'étais jeune comédienne, oui, parce que les castings de pub étaient ouverts. Donc j'ai fait des pubs, j'ai fait White Watcher, les yaourts, j'ai fait les papeteries plein ciel, j'ai fait les quenelles petits Jean, j'ai fait... un de mes premiers cachets, c'était les pastilles Vicks. Non seulement les pastilles Vicks, hein. Et c'était 90 prises en Espagne, ça avait été un peu... Mais je recrachais les pastilles à la fin. Non, j'ai fait Findus aussi. Donc non, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait aussi le Bresse bleu. Hein, j'en ai fait pas mal. C'est beaucoup de produits pour manger, ouais. Et oui, on m'a pas proposé des parfums, hein, curieusement. Bon, bah, la porte est ouverte. Et alors, question sur cet exercice, il vous a plu? Il était forcément un peu alimentaire, mais est-ce que ça vous a plu? Oui, parce que c'est toujours des rencontres avec oui, d'abord, quand on est jeune comédienne, ça fait de l'argent. Et puis c'est rencontrer des équipes, des metteurs en scène. Il y a par exemple la pub j'ai fait les cacahuètes Benenuts aussi. Et j'avais vu Benabar, il était assistant sur les cacahuètes Benenuts. C'est lui qui m'a apporté les cacahuètes. Ouais. Non, c'est toujours marrant. Voilà. Après, maintenant, les marques avec le digital, je trouve ça quand même vraiment compliqué. On m'a déjà contacté. Je trouve ça hyper dangereux parce qu'on me dit « Ah oui, mais c'est que sur Internet. » Bah oui, c'est que sur Internet, comment vous dire? On voit que ça. Je veux dire, maintenant, avec les diffusions, on ne peut absolument pas maîtriser. Donc les images, elles partent et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Donc là, je suis assez réticente à ça, quoi. Alors justement, on va parler des nouveaux usages, parce que c'est vrai que l'humour, c'est un des vecteurs qui se retrouve bien sur tous les écrans. On voit maintenant les stand-up qui se retrouvent sur les plateformes. YouTube est important. Vous aviez d'ailleurs lancé une chaîne qui s'appelait You Humour. Comment vous voyez ça aujourd'hui dans la manière dont on visionne, on se divertit? Après, moi, je suis pas une analyse des médias. Je constate que ça bouge beaucoup, qu'il y a plein de nouveaux talents qui émergent, que ceux qui étaient considérés comme des nouveaux talents il y a 5 ans, maintenant, c'est des vieux. C'est-à-dire Norman, c'est un vieux maintenant. Et c'est drôle, en fait, il y a une espèce de turnover comme ça. Et je trouve ça bien parce que ça donne accès à l'art, à la profession d'artiste, à des gens qui n'auraient peut-être pas eu accès, ou plus lentement, sans ce média-là. Et puis c'est des nouvelles formes de narration. On l'a vu dans les vidéos YouTube avec des machins où ça va très vite, c'est très rythmé. Donc une manière de raconter des histoires. Après, pour moi, ça reste un format qui est peut-être... Enfin, on l'a vu aussi, il y a des fois des gens, ils font des millions de vues, ils font un film, ça marche pas, ou... C'est pas... Et puis, c'est pas la même notoriété, c'est une forme, voilà. Ça peut être un peu plus gadget. En même temps, je pense que pour un artiste, c'est important d'être présent sur les réseaux, et je vois par exemple mes filles, elles sont vraiment que sur Instagram, donc je pense que c'est important d'y être, quoi. Et ça veut dire que vous seriez ouvert à des nouveaux formats où vous iriez plus court avec les nouveaux humoristes, où vous, ça vous gonfle un peu? Ça me saoule un peu, ouais. Vous trouvez ça un peu fake, quoi? Non, c'est pas ça. Je trouve les gens qui ont... Non, mais les gens qui le font et pour qui ça marche, c'est très bien. Mais moi, je vais pas me forcer à m'exprimer. Puis encore une fois, il faut pas confondre le moyen d'expression et ce qu'on a à dire. Est-ce que j'ai quelque chose à dire que je peux dire uniquement sur Instagram? Moi, j'ai une émission de radio tous les jours, je vais sur scène, j'écris dans un journal. Donc... je peux dire, j'ai tous ces moyens-là à ma disposition si j'ai des choses à dire. Je vais pas en plus faire une petite vidéo pour montrer que je suis moderne. Je sais pas. Non, mais c'est très cohérent. Vous êtes cohérent avec ce que mais vous êtes. Après, je travaille quand même là dans mon émission de radio à extraire de l'émission des petits formats justement pour les réseaux et ça marche bien. Du coup, quand il y a des petits trucs drôles qui se passent dans l'émission, mais qui sont regardables en moins d'1 minute 30, maintenant on essaye de les monter. J'ai pris un mec spécialement pour ça, pour les monter. Parfait. On arrive vers la fin. Alors, une bonne histoire, on est beaucoup sur le sujet aujourd'hui de la narration, de l'histoire, du storytelling, comment tout ça évolue. Alors, c'est intéressant parce que vous avez manipulé des histoires sur plein de styles de formats. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne histoire et une bonne histoire drôle, on pourrait dire aussi. Mais en tout cas, une bonne histoire pour vous, c'est quoi? Déjà, je pense que c'est la sincérité. C'est très, très important d'être vrai dans ce qu'on raconte. On voit tous ces témoignages sur Internet, face caméra, vous savez, la fille amputée qui dit « Moi, je suis amputée, mais machin... » Mais si, vous savez, tous ces vidéos... J'adore regarder ça, les vidéos de témoignages, ou quelqu'un qui est...
voilà, où les gens témoignent face caméra. Oui, oui. Donc pour moi, ce qui est important, c'est la vérité, d'avoir, voilà. Pour une bonne histoire aussi, je pense que c'est d'avoir une nécessité à raconter les choses, c'est-à-dire c'est pas juste anecdotique, on va pas s'exprimer, on s'exprime parce qu'il y a quelque chose de nécessaire, enfin, je pense que c'est important. Après, je pense que ce qui est très important, c'est l'originalité, de ne pas copier ce qui existe déjà. Et puis après, dans l'humour, il faut qu'il y ait de la surprise aussi. Et une question que je me pose, c'est aussi le personnage que vous êtes sur scène, c'est à la fois vous et un personnage. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté, je sais pas si vous aimiez Candide de Voltaire, mais il y a toujours ce côté un peu où on prend un recul et on donne une illustre sur la vérité. Est-ce que ça, c'est un truc qui... Il y a, bien sûr, je vous remercie de me comparer à Voltaire. Enfin, c'était Candide, c'est peut-être moins bien. Mais... Non, mais oui, mais en même temps, sur scène, je fais plusieurs personnages et j'aime ça. Je ne fais pas un seul personnage. Donc il y en a 10, 15, donc c'est ça qui me plaît sur scène, c'est la variété. Mais il y a ce truc de la vérité aussi. Vous aimez bien que faire montrer la vérité dans un monde où il y a quand même beaucoup de faux semblants. Ça, vous aimez bien ce thème. Mais c'est beaucoup, pas que moi, hein. L'humour repose beaucoup là-dessus. C'est de décrypter la différence entre la réalité et les apparences. C'est le gap qu'il y a et c'est souvent là-dessus que c'est basé l'humour. Et alors dans vos inspirations, dans les comédiens, les autres humoristes, des gens vraiment qui vous ont inspiré, artistiquement même? Artistiquement, au début, il y a eu beaucoup Sylvie Joly, Coluche peut-être, Les Inconnus. Puis après, c'est important de trouver son propre style, parce que quand on est trop inspiré par quelqu'un, on se met à copier les intonations. C'est pas forcément bien. Dans les nouveaux, les Blanche Gardin, où vous avez trouvé ça intéressant, les nouveaux humoristes? Blanche Gardin, c'est pas une nouvelle humoriste, oui. Ça fait 15 ans qu'elle est là. Oui, hein. 15 ans. Elle a mis du temps avant d'y arriver. Non, elle a marché, elle était au Jamel Comedy Club, elle a eu oui. tout un parcours. Les gens l'ont découvert il y a 3 ans, mais elle était là depuis 15 ans quand même. Non, mais il y a plein de gens intéressants. Et puis après, je pense qu'il y a 1001 manières de faire de l'humour. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'important, c'est de faire de la bonne nourriture. Vous avez un restaurant espagnol, chinois, japonais, McDo. L'important, c'est de faire les meilleurs hamburgers possibles, dans le style qu'on pratique, d'essayer de faire la meilleure nourriture possible, quoi. Alors, dernière question, qui est un peu plus, qui sort un peu de ce que je pensais. Vous parlez souvent des rapports hommes-femmes aussi. Je me demandais vos comédies romantiques ou des 3 comédies romantiques qui vous ont marqué, des films. Je suis pas très comédie romantique. Ah, bon, voilà, j'ai fait un loupé. Alors, 3 autres films, 3 autres films qui vous ont marqué. J'aimais bien Shop Around the Corner de Lubitsch. Il y a plein de films qui m'ont marqué, mais... J'aime beaucoup les films de Judd Apatow, 40 ans sinon rien, Tout sur Amy, tout ça. J'aime beaucoup son mode narratif parce que je trouve qu'il parle vraiment du quotidien, que c'est très juste sociologiquement et il arrive à être très drôle, sans que ce soit spectaculaire forcément. Donc j'apprécie beaucoup Judd Apatow. Voilà, Lubitsch, Judd Apatow, puis Capra peut-être. Ah oui, Capra et Lubitsch. Et les séries, il y a une série qui vous a particulièrement marqué? Alors j'ai vu une série, pas moi, mais je l'ai regardée parce que c'est mes filles, elles étaient à fond dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est You. Sur Netflix. Ah, You, oui. C'est pas du tout comique, ça fait flipper, mais le mec est tellement beau. Donc, la fascination du mec. Et un 10%, vous trouvez ça intéressant, la série Oui, française? bien sûr, c'est très sympa. Et merci beaucoup Anne pour cette interview.